Avez-vous déjà eu un frère ou une sœur à qui tout semble être servi sur un plateau d'argent pendant que vous êtes laissé à vous débrouiller et à comprendre la vie par vous-même? Oui, c'est ma vie depuis le premier jour. Je m'appelle Antoine. J'ai 28 ans. Et aussi loin que je me souvienne, ma sœur cadette, Chloé, a toujours été le centre de l'univers de notre famille. L'enfant prodige, la star, celle que tout le monde louait, choyait et priorisait. J'ai appris très tôt que si Chloé voulait quelque chose, cela apparaissait comme par magie. Si je voulais quelque chose, je devais travailler pour l'obtenir ou l'oublier complètement. Nous n'avons que 3 ans d'écart. Mais on ne le dirait pas vu la façon dont notre famille nous traitait. Chloé était le bébé miracle, l'arc-en-ciel après la tempête, comme ma mère aimait le rappeler à tout le monde, car elle est née après une fausse couche. J'étais l'accident. Et je n'exagère pas. Ma tante l'a littéralement dit une fois pendant le réveillon de Noël, après avoir bu un peu trop de vin, et personne à table ne l'a corrigée. Ils ont juste continué à manger comme si elle avait dit que le temps était beau aujourd'hui. C'est un peu drôle maintenant, d'une manière tragique. En grandissant, Chloé a eu toute l'attention. Récital de danse, cours de chant privé, tuteur, vêtements de créateur, camp d'été en Italie. Tandis que moi, j'avais l'école publique, des vêtements d'occasion et un bon travail, mon pote occasionnel si je ramenais de bonnes notes. Quand elle a eu 16 ans, elle a eu une Audi A1 blanche neuve avec un énorme nœud rouge dessus, comme dans une publicité. J'ai reçu un SMS d'anniversaire de mes parents alors que j'étais à mon travail à temps partiel à l'épicerie du quartier, rangeant les courses. Cela résume assez bien la situation. Je pense que le pire, c'est que Chloé croyait d'avoir mérité tout cela. Elle me regardait dans les yeux et disait des choses comme « Eh bien, si tu faisais plus d'efforts, il te traiterait mieux », tout en appliquant du gloss dans sa chambre avec des sols en marbre. J'avoue que j'étais discret à l'époque. Je n'étais pas le genre d'enfant à chercher les bagarres ou à se plaindre. Je gardais la tête basse, travaillais dur, économisais chaque sou que je pouvais grâce aux petits boulots que j'enchaînais pendant mes années de lycée, et j'essayais de ne pas me laisser briser par tout cela. Mais cela a laissé une cicatrice, une grande. Et avec le temps, j'ai appris à canaliser cela en quelque chose d'utile. Après le lycée, pendant que Chloé allait à une université d'art privé à Paris, entièrement payée par nos parents, j'ai déménagé à travers le pays à Lyon avec une valise abîmée et un ordinateur portable dont la batterie tenait à peine la charge. Je partageais un minuscule appartement avec 3 colocataires et suivais des cours le jour tout en travaillant le soir et le week-end en tant que support informatique et en faisant des petits boulots de codage en freelance. Je ne pense pas que mes parents savaient même ce que j'étudiais. Ils me demandaient juste si j'avais assez à manger de temps en temps. Comme si j'étais un chat errant dont ils se souvenaient de l'existence 2 fois par an. Le fait est que je suis devenu bon dans ce que je faisais. Vraiment bon. Je gardais la tête basse, restais discret comme je l'avais toujours été. Mais en coulisses, je construisais quelque chose. D'abord, un outil logiciel qui a explosé sur GitHub, puis une entreprise de freelance full stack, et enfin une start-up avec un ami rencontré lors d'une conférence tech. Nous avons obtenu un financement d'amorçage, avons rapidement évolué, et l'année dernière, une plus grande entreprise nous a acquis pour un montant qui ne me semble toujours pas réel quand je le vois sur mon compte bancaire. J'étais passé de manger des nouilles froides dans un appartement minuscule à signer des papiers dans des salles de conseil aux murs de verre, portant des costumes qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Mais je n'ai jamais rien dit à ma famille. Non pas que je ne le voulais pas, croyez-moi, j'ai répété cette conversation dans ma tête 100 fois, mais parce que je savais comment cela se passerait. Si je leur parlais de mon succès, ce ne serait pas de la fierté que j'entendrais dans leur voix. Ce serait de la suspicion, de l'envie, de la culpabilisation. D'une manière ou d'une autre, ils le tordraient pour élever Chloé encore plus. Eh bien, ta sœur a des difficultés avec sa carrière d'actrice. Peut-être peux-tu l'aider. Ou, c'est bien, mais ta cousine a toujours plus d'abonnés. Cela n'en valait pas la peine. Alors, je suis resté silencieux même après avoir acheté mon propre Penthouse à Paris. Il a des fenêtres du sol au plafond et une vue qui vous donne l'impression d'être dans un film. Mais je ne l'ai pas posté en ligne. Je n'ai pas fanfaronné. J'ai juste vécu ma vie. Tout a changé le mois dernier. Notre grand-mère a eu 85 ans et a insisté pour organiser un grand dîner de famille dans ce restaurant chic où elle allait quand elle était plus jeune.
C'est la seule de la famille qui m'a toujours traité comme si je comptais, comme si j'étais plus que l'autre enfant. Alors, j'ai réservé un vol, lui ai acheté un bouquet de ses fleurs préférées et je suis arrivée à l'heure, bien habillée, prêt à la faire sourire. Au moment où je suis entrée, je l'ai senti. Le changement, la table était déjà pleine. Maman, papa, Chloé, tante Sylvie, oncle Marc, cousine Léa, parlant et riant comme une scène d'un film de Noël. Chloé était au centre, comme toujours, portant une robe de créateur et agissant comme si elle possédait la pièce. Son rire était trop fort, son maquillage trop parfait, ses histoires un peu trop lisses. J'ai pris la seule place libre au bout de la table, j'ai salué tout le monde et j'ai remis les fleurs à grand-mère. Elle s'est illuminée et m'a serré si fort que j'ai cru qu'elle allait pleurer. Oh, Antoine, dit-elle. Tu te souviens toujours, peu importe à quelle distance tu es. Tout le monde a ri maladroitement. Chloé a levé les yeux au ciel et a dit, on parlait justement de mon rappel à Paris. Je pourrais bientôt être dans une série Netflix. Elle m'a regardé comme si elle attendait des applaudissements. J'ai juste hoché la tête et bu mon eau. Le dîner s'est déroulé ainsi. Chloé monopolisant l'attention pendant que tout le monde tournait autour d'elle avec des compliments. Papa a posé des questions sur son dernier contrat de mannequinat, même si elle n'a jamais fait de vraies séances photo. Maman a parlé de son talent et de sa détermination, ignorant complètement le fait qu'elle n'a pas payé son loyer depuis plus d'1 an et passe la plupart de son temps à faire des vidéos TikTok. À un moment donné, ils ont même commencé à la comparer à la fille d'une célébrité, disant que Chloé était tout aussi posée et élégante. J'ai essayé de rester silencieux, juste profiter de la compagnie de grand-mère, mais quelque chose en moi a commencé à changer. Ce vieux sentiment d'être invisible, d'être l'oublié. J'avais travaillé si dur pour le dépasser, pour construire quelque chose de réel. Et pourtant, me voilà encore à la table des enfants dans ma propre famille. Puis, de nulle part, Chloé s'est tournée vers moi avec ce petit sourire suffisant qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Alors, Antoine, dit-elle, son ton dégoulinant de condescendance. Tu fais toujours ton truc d'ordinateur ? Tu sais, le freelancing ou je ne sais quoi. J'ai cligné des yeux. Oui, je fais toujours ça. Elle a ri. Waouh, ça doit être sympa de travailler en pyjama. Je deviendrais fou si je n'avais pas d'audition et d'événements à aller, mais bon, tout le monde n'est pas fait pour être sous les feux de la rampe. Quelques personnes ont ri comme si elle avait fait une blague inoffensive, mais cela m'a frappé comme une gifle. Ce regard dans ses yeux, la façon dont elle savait exactement ce qu'elle faisait, me taquinant devant tout le monde, m'a rappelé chaque anniversaire qu'elle avait volé, chaque compliment qu'elle avait détourné, chaque fois où j'avais été rabaissée. Et juste comme ça, j'ai pris une décision. J'en avais marre de jouer petit. Je n'ai rien dit tout de suite. Mais j'ai souri, un vrai cette fois. Et à ce moment-là, je savais exactement comment j'allais briser son monde. Je n'ai pas riposté à Chloé ce soir-là. Pas encore. Je l'ai laissé avoir son moment, se délectant des sourires et des petites piques, jouant la reine de la table comme elle l'avait toujours fait. Mais quelque chose en moi avait changé, et je ne pouvais pas l'annuler. C'était comme si quelque chose s'était ouvert en moi. Une vieille blessure que j'avais appris à penser mais jamais à guérir. Je continuais à sourire, à hocher la tête, à faire semblant que ces pics ne m'atteignaient pas. Mais au fond, je rejouais chaque moment, chaque affront. Chaque fois que mes parents demandaient comment Chloé allait avant même de se soucier de savoir si j'avais atterri en toute sécurité après un vol. Après le dîner, je suis retournée à Lyon et j'ai repris ma vraie vie, celle qu'ils prétendaient tous ne pas exister. J'ai marché pieds nus sur les sols en marbre poli de mon Penthouse, ouvert mon réfrigérateur intelligent et attrapé une eau pétillante pendant que les lumières s'éteignaient automatiquement à mon réglage préféré du soir. J'avais tout ce pourquoi j'avais travaillé. Et pourtant, ce seul dîner m'avait laissé l'impression d'avoir de nouveau 12 ans. Regardant Chloé déballer un appareil photo à 2000 € juste comme ça, pendant qu'on me disait que mes baskets devraient durer une année scolaire de plus, les semaines suivantes ont passé vite. Le travail a repris. Ma deuxième application avait été lancée et faisait déjà la une des cercles technologiques. J'étais en réunion avec des investisseurs en capital risque, je volais à Bordeaux et à Strasbourg, je réservais des interviews. La vie se déroulait. Mais ensuite, j'ai reçu un SMS qui m'a ramené au cœur du problème.
C'était de mon père. Salut Antoine, le 25e anniversaire de ta sœur approche. Nous organisons un week-end surprise à Marseille. Vol et hôtel déjà réservés. Il faut juste que tu participes au cadeau de groupe. Pas de « comment vas-tu » Pas de « es-tu libre » Juste une supposition, une attente. J'ai fixé le message. Je ne me souviens même pas qu'on m'ait demandé ce que je voulais pour mon 25e anniversaire. Je crois que je m'étais acheté une chaise de bureau d'occasion et une pizza cette année-là. Chloé, elle, avait droit à un voyage de luxe de 4 jours et à un cadeau de groupe. Bien sûr. Par curiosité, j'ai demandé ce qu'était le cadeau de groupe. Papa a répondu, nous lui offrons un nouveau MacBook Pro et quelques accessoires. Elle veut vraiment lancer sa chaîne YouTube de tutoriels de beauté. Bien sûr, elle veut. J'ai attendu quelques heures avant de répondre, puis j'ai tapé. Je ne pourrai pas venir, mais j'espère qu'elle s'amusera. Je ne participerai pas au cadeau non plus. Je lui ai déjà envoyé quelque chose séparément. Il m'a laissé en lu. Puis le chat de groupe a commencé à s'enflammer. D'abord, ma tante. Antoine. Je sais que tu es occupé, mais Chloé espérait vraiment que tu serais là. C'est important pour elle. Puis ma mère, nous avons déjà tout réservé, chérie. Non remboursable. S'il te plaît, ne sois pas difficile. Enfin, Chloé elle-même est intervenue. Ce n'est même pas une question d'argent, Antoine. Il s'agit d'être là pour ta famille. Mais peu importe. Pas surprise. Cela a piqué. Je savais qu'elle le voulait aussi. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ce que j'ai fait, cependant, est quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a longtemps. J'ai ouvert mon gestionnaire de mots de passe, déterré les identifiants de connexion de notre ancien Dropbox partagé d'il y a des années, à l'époque où maman déversait toutes nos photos de famille au même endroit. La plupart des dossiers étaient inutiles. Mais ensuite, j'ai trouvé celui intitulé « Candidatures universitaires et documents Chloé » et j'ai cliqué à l'intérieur. Il y avait le PDF de sa lettre d'admission ainsi que plusieurs versions de son essai de candidature. Je les ai lus lentement. Puis je l'ai trouvé. Une copie numérisée de la facture des frais de scolarité de son école, payée intégralement par mes parents. Plus de 180 000 € pour un bachelor en art du spectacle. Le tout payé sans aucune hésitation. Le dossier suivant était le mien. Un seul fichier, un document Word que j'avais écrit moi-même à 17 ans intitulé « Brouillon d'essai de bourse d'études ». C'était tout. Pas de facture, pas de paiement, pas d'aide. Et soudain, tout est revenu en force. Je me suis souvenu d'être assis à la table de la cuisine tard le soir, essayant de finir ses essais pendant que Chloé répétait son monologue à l'étage pour la 5e fois ce soir-là. Je me suis souvenu que l'officier des bourses m'avait dit que j'avais réussi de justesse. Je me suis souvenu d'avoir décroché mon premier petit boulot en informatique tout en jonglant avec 18 crédits et en survivant grâce aux nouilles instantanées et au pain grillé parce que mes parents ne pouvaient tout simplement pas aider avec le loyer ce mois-là. J'ai cliqué hors du dossier. Mon cœur battait la chamade, non pas de colère, mais de clarté. Je n'étais pas fou. Je n'avais pas exagéré. Le favoritisme avait été réel, et il avait été constant. Et j'en avais marre de prétendre le contraire. Alors, quand le week-end de la fête d'anniversaire de Chloé à Marseille est arrivé, je n'ai posté aucune photo et je n'ai rien dit dans le chat familial. J'ai juste regardé de loin comment ils s'extasiaient tous sur les dîners sur les toits, les fêtes au bord de la piscine et les promenades en bateau. Chloé a posté une story avec une légende qui disait « Entourée des personnes qui comptent le plus. Je ne serai pas là sans vous. » J'ai ri. Puis, je me suis remis au travail. Un mois plus tard, grand-mère m'a appelé. J'ai vu les photos de l'anniversaire de Chloé, a-t-elle dit, sa voix basse comme si elle avait beaucoup réfléchi avant d'appeler. J'aurais aimé que tu sois là. Je sais, ai-je dit, mais j'avais une bonne raison. J'en suis sûre, a-t-elle répondu. Mais il y avait quelque chose dans son ton. Elle me faisait confiance. Elle l'avait toujours fait. Puis elle a ajouté, ton père m'a dit que tu avais envoyé quelque chose de sympa à Chloé. J'ai marqué une pause. Je ne l'ai pas fait. Silence.
Puis, oh, elle a dit à tout le monde que tu lui avais offert un nouveau bracelet Cartier. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Elle a dit, je lui ai offert. Quoi? Grand-mère a soupiré. Je me suis dit que ça ne te ressemblait pas, mais tu sais comment elle est. J'ai serré la mâchoire. Chloé n'avait pas seulement essayé de me faire honte pour que je paie son cadeau. Elle avait en fait menti et s'était attribué le mérite d'un cadeau que je n'avais jamais envoyé. Probablement que l'un des autres parents l'avait offert et elle avait mis mon nom sur la carte. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé. Il ne s'agissait plus seulement de vieilles blessures. Il ne s'agissait plus seulement d'être ignoré, négligé ou mis de côté. C'était calculé, manipulateur. Chloé avait pris mon silence comme une permission de réécrire entièrement le récit, me dépeignant comme le frère de soutien de loin, tout en se faisant paraître encore plus adoré. Alors, j'ai élaboré un plan. Le prochain événement familial était le dîner d'anniversaire de grand-mère, son 86e cette fois, au même restaurant chic. Grand-mère aimait les traditions. Je savais que toute la famille serait à nouveau là, et cette fois, je ne viendrais pas les mains vides. J'ai réservé mon vol, mis le rappel dans mon calendrier, et 3 semaines avant le dîner, j'ai contacté un agent immobilier à Paris. Nous avions déjà été en contact, il m'avait aidé avec le Penthouse, mais cette fois, je lui ai demandé s'il pouvait me rendre un service. Je voulais une copie imprimée de l'acte de propriété. Quand la nuit du dîner est enfin arrivée, je me suis habillée avec élégance. Costume bleu marine, sur mesure, chaussures en cuir ciré comme du verre. J'ai pris une voiture jusqu'au restaurant, je suis sortie comme si j'appartenais à la couverture de GQ, et je suis entrée. Les têtes se sont tournées quand je suis entrée. Non seulement à cause du costume, mais à cause de la façon dont je me tenais, calme, confiant, pas le personnage discret en arrière-plan auquel ils étaient habitués. Chloé monopolisait déjà l'attention à table. Je pouvais l'entendre rire avant même de la voir. Elle portait une robe argentée scintillante et un sourire suffisant. Et alors que je m'approchais, elle n'a pas manqué une occasion. Eh bien, regarde qui est enfin arrivé, dit-elle, les bras tendus comme si j'étais un cousin perdu de vue. Nous disions justement que tu risquais de rater celui-ci aussi. Je n'y aurais pas songé, dis-je doucement, embrassant grand-mère et lui tendant une seule rose blanche, sa préférée. Elle sourit si largement que j'ai cru qu'elle allait pleurer à nouveau. Le dîner commença comme avant. Petite conversation, ragots familiaux, Chloé dominant la conversation, mais je restais silencieux jusqu'à l'arrivée du dessert. Puis grand-mère se tourna vers moi, comme elle le faisait toujours, et demanda, « Alors, Antoine, quoi de neuf dans ton monde ?» Je sentis tous les regards se tourner vers moi. Et c'est là que je sortis le document plié de la poche de ma veste, le posai délicatement sur la table et dis, « Eh bien, puisque vous demandez. J'ai acheté une propriété. » Chloé rit. « Un autre appartement ?» Je souris. « Pas exactement. » Je dépliai le papier et le fis glisser sur la table. C'était l'acte officiel. Lettre en gras en haut. Propriété. Antoine Dubois et en dessous l'adresse de la propriété en gras, un Penthouse de 3 chambres dans le 16e arrondissement de Paris. Le silence s'abattit dans la pièce. Papa laissa tomber sa fourchette. Tante Sylvie laissa échapper un souffle aigu. Chloé se figea, fixant le papier comme s'il allait prendre feu dans ses mains. Puis ma tante parla. Sa voix était basse. Tranchante comme une lame. « Tu as acheté un Penthouse ?» Je hochai la tête. « À Paris, dans le 16e, dis-je. Un coin. J'ai une belle vue sur le parc. » On aurait entendu une mouche voler. Puis Chloé se leva si vite que sa chaise grinça. Sa voix trembla. « Tu mens. » Je haussai un sourcil. « Tu veux voir les photos de la signature ?» Mais avant que je ne puisse atteindre mon téléphone, elle frappa sa main sur la table et cria « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Et juste comme ça, tous les masques dans la pièce se brisèrent. Elle se tenait là, tremblante, les mains serrées en poing sur les côtés. La table entière était plongée dans un silence stupéfait alors que sa voix résonnait sur les murs du restaurant. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit, Antoine ?» C'était la première fois de ma vie que je voyais Chloé secouée, pas de faux semblants, pas de pleurs de sympathie, secouée, véritablement désemparée.
Ses yeux papillonnaient du document sur la table à mon visage comme si elle ne pouvait pas comprendre comment la réalité s'était inversée pour elle. Pour une fois, elle n'était pas le centre de l'attention. Pour une fois, elle ne contrôlait pas le récit, et elle ne le supportait pas. Je ne répondis pas tout de suite. Je sirotai juste mon eau et la regardai, calme, impassible. Antoine, dit ma mère ensuite, sa voix serrée de confusion. C'est vrai? Je hochai la tête une fois. Oui, acheté l'automne dernier. Clôturé en décembre. Le silence qui s'ensuivit était presque suffocant. Personne ne toucha son dessert. Personne ne cligna des yeux. Je pouvais sentir le poids de 2 décennies de déséquilibre se déplacer là, à cette table. L'identité soigneusement construite de Chloé, la préférée, l'étoile brillante, celle qui gagnait toujours, se fissurait. Mon père essaya de s'en moquer. Eh bien, c'est impressionnant, mon fils. Tu n'as rien mentionné à Noël. Je n'étais pas là à Noël, dis-je simplement, le regardant dans les yeux. Son sourire s'estompait. Exactement. Chloé se tourna de leur côté de la table. Allons-nous faire semblant que cela a un sens? Il codait en caleçon il y a 3 ans, et maintenant c'est un magnate de l'immobilier. Je ne pus m'empêcher de sourire. Ça s'appelle travailler, Chloé. Tu devrais essayer un jour. Il y eut quelques rires gênés, dont un de Léa, notre cousine, qui se couvrit rapidement la bouche. Mais Chloé ne riait pas. Elle plissa les yeux. Alors quoi? Tu attendais juste de lâcher cette bombe à l'anniversaire de grand-mère comme si c'était une sorte de coup de maître? Je me penchai en avant, pliai l'acte et le remis dans ma veste. Non, je n'ai juste pas ressenti le besoin de m'expliquer jusqu'à ce que quelqu'un demande. C'est tout. Grand-mère tendit la main et me toucha doucement le poignet. Je suis fière de toi, dit-elle doucement, assez fort pour que tout le monde l'entende. Je l'ai toujours été, même quand personne ne faisait attention. C'était la dernière fissure dans le masque de Chloé. Elle devint rouge écarlate. Oh mon Dieu, vous plaisantez? Il a été un fantôme pendant des années. Il n'est pas venu à ma remise de diplôme. Il n'est pas venu à Marseille. Il ne m'a même pas envoyé de SMS pour mon anniversaire. C'est parce que, dis-je, toujours calme. Tu as dit à tout le monde que je t'avais acheté un bracelet Cartier. Elle se figea. L'air devint froid. Je pouvais le voir sur son visage. Elle ne s'était pas attendue à ce que cela revienne. Sa bouche s'ouvrit comme si elle avait une défense prête, mais tout ce qui en sortit fut un dédain et un haussement d'épaules. Peu importe. C'était une blague. Non, dit grand-mère sévèrement et cela fit que tout le monde se redressa. Ce n'était pas le cas. C'était un mensonge, Chloé. Tu le sais. Le visage de Chloé se froissa. Vous allez sérieusement faire ça maintenant? Au dîner de grand-mère? Elle se tourna vers moi, du venin dans la voix. Je me fiche de l'argent que tu as maintenant. Tu seras toujours le type bizarre et silencieux que personne ne se souvenait de venir chercher après l'école. Je ne sciais pas, oui. Et pendant que tu étais déposé en voiture, je construisais quelque chose. Tu étais jaloux, lança-t-elle. Non, dis-je, laissant enfin l'acier transparaître dans ma voix. J'étais ignorée. Il y a une différence. Et juste comme ça, elle quitta le restaurant en trombe. Ma mère se leva à moitié comme si elle allait la suivre, mais se laissa lentement retomber, stupéfaite. Personne ne la poursuivit. Le reste de la soirée se déroula en fragments maladroits. Les gens mangèrent en silence. Personne ne parla de nouveau de mon pantouse, mais grand-mère me sourit comme si je lui avais fait le plus beau cadeau du monde. Et honnêtement, c'était suffisant. Mais je mentirais si je disais que je me sentais triomphant en sortant de là. Car la vérité était que j'étais anéanti. J'avais passé des années à enfouir la douleur d'être le second meilleur, de sentir que je devais mériter l'amour de ma famille tandis que Chloé l'obtenait en quantité illimitée juste en existant. Ce dîner ne m'avait pas guéri. Il avait révélé à quel point la blessure était profonde. Et en montant dans la voiture pour retourner à mon hôtel, tout ce que je ressentais était un vide. Je suis retourné à mon pantouse le lendemain matin et je me suis tenu devant les immenses fenêtres, observant l'horizon s'étendre sur des kilomètres.
J'aurais dû me sentir fier. J'aurais dû me sentir puissant, mais tout ce que je ressentais était de la fatigue. Les semaines suivantes furent un flou. Des appels arrivèrent, de papa une fois, de maman 2 fois. Chloé envoya un long courriel dramatique auquel je ne répondis jamais. Grand-mère m'envoya des SMS presque tous les jours juste pour dire bonjour. Mais je me suis retirée de tout cela. Car voici la chose que personne ne vous dit. Le succès ne répare pas tout. J'avais l'argent, la vue, les récompenses. Mais je n'avais pas la paix. Et pendant un moment, j'ai laissé cela me ronger. J'ai commencé à manquer des réunions, à retarder le lancement de mon prochain projet, à ignorer quelques investisseurs. Mon assistante était patiente, mais même elle a commencé à me relancer avec des « juste pour savoir où vous en êtes » après quelques appels manqués. Je ne dormais pas bien. Je fixais mon plafond à 3 heures du matin, me demandant pourquoi la seule chose qui, selon moi, me ferait me sentir vue, enfin reconnue, n'avait fait que tout compliquer. Le pire, j'ai commencé à croire Chloé. Cette petite voix dans ma tête, celle que je croyais avoir enterrée il y a des années, est revenue en rampant, chuchotant, « Ils ont raison. Tu n'as eu que de la chance. Tu es toujours le type bizarre et oubliable. Ils ne t'aimeront jamais vraiment. » Et pendant un moment, j'y ai cru, jusqu'à ce que quelque chose change. Ce n'était pas spectaculaire. Pas de grande révélation, juste un après-midi tranquille de mars. Je rentrais de chez un torréfacteur quand il a commencé à pleuvoir. Pas la bruine habituelle de Paris, mais une véritable averse. Je me suis abritée sous un auvent et me suis tenue à côté d'un petit garçon et de son père. Des touristes, à en juger par l'appareil photo. Le garçon leva les yeux et dit « Papa, c'est là que Spider-Man habite ?» Le père rit. Pas exactement, mais oui, assez près. L'enfant se tourna et me regarda. « Vous vivez ici ?» Je souris. « Oui, j'y vis. » Ses yeux s'illuminèrent. « C'est trop cool. Vous devez être super riche ou quelque chose comme ça. » Je ris. « Quelque chose comme ça. » Et le père hocha la tête et dit, « Vous avez dû travailler très dur pour vivre ici. » Et quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a frappé plus fort qu'aucune séance de thérapie n'aurait pu le faire, parce qu'il avait raison. J'ai travaillé dur. J'ai construit quelque chose à partir de rien. J'ai survécu alors que j'aurais dû abandonner. Je me suis prouvé que je n'étais pas ce qu'il disait que j'étais. Quand la pluie s'est calmée, j'ai parcouru les derniers pâtés de maison pour rentrer chez moi et j'ai pris une longue douche. Et pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de fuir quoi que ce soit. Je n'étais pas brisée. Je me reconstruisais. Au cours des mois suivants, j'ai fait le ménage émotionnellement, physiquement, spirituellement. J'ai engagé un nouveau thérapeute, j'ai commencé à méditer le matin, j'ai retrouvé la forme, j'ai renoué avec mon cofondateur et j'ai relancé le projet que nous avions mis de côté. J'ai fait des dons anonymes à quelques programmes de bourse d'études. J'ai investi dans une start-up dirigée par un étudiant de première génération qui me rappelait moi. J'ai complètement arrêté de regarder le chat de groupe de ma famille. Mais surtout, j'ai enfin commencé à vivre pour moi-même, non pas pour la vengeance, non pas pour prouver quelque chose, non pas pour gagner une compétition imaginaire contre Chloé. J'ai décoré mon appartement comme je le voulais. J'ai cuisiné davantage. J'ai organisé de petits dîners avec des amis qui me voyaient réellement. J'ai invité grand-mère à passer un week-end chez moi, et elle a pleuré quand je lui ai dit qu'elle pouvait dormir dans la chambre principale. Et quelque part en chemin, la honte s'est dissipée. Le bruit s'est calmé. La voix dans ma tête, celle qui ressemblait à ma sœur, est devenue plus petite, plus faible, jusqu'à ce que ce ne soit plus que moi. Jusqu'à ce que je réalise que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille. Je n'en avais jamais eu besoin. Et c'est là que j'ai reçu l'appel qui a tout changé. C'était de mon père. Sa voix était tendue. Contrainte. « Antoine, dit-il, nous devons parler. » Il s'agit de Chloé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé mon téléphone, le nom de papa brillant en haut de l'écran comme une sorte de test. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des mois. Pas depuis le dîner d'anniversaire de grand-mère. Pas depuis le moment où tout s'était enfin incliné dans ma direction. Et maintenant,
il me disait qu'il avait besoin de parler de Chloé. J'ai laissé le silence persister quelques secondes de plus que nécessaire. Elle va bien, ai-je demandé, aussi neutre que possible. Il y eut une pause, puis un long soupir tremblant de son côté de la ligne. Elle traverse quelque chose, dit-il. Nous avons pensé qu'il serait préférable de te mettre au courant. J'ai entendu maman en arrière-plan dire quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Leur voix semblait plus petite d'une certaine manière. Douce, comme s'il marchait prudemment autour d'une délicate sculpture en verre qui pourrait exploser si quelqu'un respirait trop fort. Quel genre de quelque chose, ai-je demandé, toujours froid, toujours sur mes gardes. Papa hésita à nouveau. Elle est poursuivie en justice. J'ai cligné des yeux pendant une seconde. J'ai cru l'avoir mal entendu. Par qui? Son ancienne colocataire. Apparemment. Eh bien, il y a eu beaucoup de dégâts dans l'appartement. Problème de bail, paiement manqué. La société de gestion de l'immeuble s'est impliquée. Son nom figurait sur le bail, alors. J'ai pincé l'arête de mon nez. Bien sûr, c'était quelque chose comme ça. Et elle a dit qu'elle attendait de l'argent d'un parrainage qui n'est jamais arrivé. Elle nous a demandé d'aider à couvrir les coûts, mais... Il s'arrêta. C'est beaucoup, Antoine. Combien? Près de 12 000 euros. J'ai failli rire. Non pas que ce n'était pas grave. Ça l'était. Mais 12 000 euros, pour eux, c'était soudain beaucoup. Après ce qu'ils avaient dépensé pour l'école de Chloé, sa voiture, ses voyages de luxe et ses bêtises d'anniversaire. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Elle a dit au propriétaire que tu le prendrais en charge. C'était ça, la spéciale Chloé. Vivre d'abord, prétendre ensuite. Sauf que cette fois, ce n'était pas un petit mensonge à propos d'un bracelet d'anniversaire. Elle avait mis mon nom comme filet de sécurité financier pour sa propre imprudence et n'avait rien dit à personne tant que le feu n'était pas déjà allumé. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, mais j'ai gardé ma voix calme. Plate. Elle quoi? Papa soupira. Nous ne savions pas. Antoine, je jure que nous pensions qu'elle avait peut-être mal compris quelque chose que tu avais dit. Tu sais comment elle devient quand elle est nerveuse. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Elle n'a rien mal compris. Je ne lui ai pas parlé depuis ce dîner. Une autre pause. Puis papa dit, elle ne va pas très bien. Elle est en pleine spirale, je suppose qu'on pourrait dire, elle boit trop, poste des choses étranges en ligne. Elle travaille à peine. Je pense qu'elle a besoin d'aide. Je me suis adossée à ma chaise, fixant le plafond. Aide, ai-je répété. Et laissez-moi deviner. Vous voulez que je la fournisse? Nous pensions que tu pourrais lui parler. Elle t'écoute. Cela m'a presque fait m'étouffer. Depuis quand? Elle t'a toujours admiré, Antoine. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a fait clic, car cette phrase, ce n'était pas seulement un mensonge. C'était une diversion. Une dernière tentative désespérée de me rejeter le fardeau, comme il l'avait fait depuis que nous étions enfants. Et le plus effrayant, je pense que mon père y croyait réellement. Il ne voyait pas le schéma. Il ne voulait pas, car s'il l'avait fait, il aurait dû faire face à la vérité, qu'ils avaient créé cela, l'avaient permis, l'avaient récompensé. Que Chloé était telle qu'elle était parce que personne ne l'avait jamais confrontée aux conséquences de ses actes dans sa vie. Et maintenant, il voulait que je sois son filet de sécurité. Encore une fois, j'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Et puis je suis resté assis dans l'obscurité pendant longtemps. Pas en colère, pas blessé, juste concentré. Parce que j'ai réalisé que j'avais quelque chose que Chloé n'avait jamais développé. Une longue mémoire et l'habitude de penser 10 coups à l'avance. Elle était impulsive. J'étais stratégique. Elle recherchait l'attention. Je comprenais le levier. Et cette fois, je n'allais pas jouer la défense. J'allais préparer le terrain. Le lendemain, j'ai passé quelques appels. D'abord, à une amie avocate, quelqu'un que j'avais rencontré dans un cercle d'investissement.
Je lui ai expliqué la situation en termes généraux et lui ai posé des questions sur la responsabilité, la fausse déclaration et la façon de répondre à un propriétaire qui pensait que je lui devais de l'argent parce que quelqu'un d'autre avait utilisé mon nom. Elle a ri, tu es tiré d'affaire, mon ami. Si tu n'as rien signé et qu'il n'y a pas d'accord écrit, elle ne fait que du bluff, mais j'enverrai un démenti formel par écrit juste pour que ce soit inattaquable. Pouvez-vous me le rédiger? Absolument. Dès le lendemain matin, j'avais une lettre officielle niant toute responsabilité financière, signée et scellée. Je l'ai envoyée par courriel au propriétaire avec une copie à Chloé. Pas de réponse de sa part, mais je n'avais pas fini. Ensuite, j'ai contacté une connaissance mutuelle, un gars que j'avais rencontré il y a des années à l'université et qui travaillait maintenant dans la gestion de la réputation numérique. Nous étions restés en contact au fil des ans, et je savais qu'il avait une activité secondaire de surveillance des drames d'influenceurs publics pour des cabinets de relations publiques. Chloé Dubois, lui ai-je dit, elle pourrait être en pleine crise. Pouvez-vous surveiller ses comptes? Il n'a même pas eu besoin d'être convaincu. J'ai déjà une balise sur elle, dit-il. Ta sœur est sur le radar depuis qu'elle a essayé de vendre des codes de réduction pour une marque de soins de la peau qui n'existe pas. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il m'a envoyé une capture d'écran. Bien sûr, Chloé avait posté une story Instagram une semaine plus tôt faisant la publicité d'un sérum de luxe avec 20% de réduction en utilisant le code Chloé20. Sauf que la marque était fausse. Le site web était un lien mort et plusieurs abonnés avaient laissé des commentaires demandant où était leur commande. J'ai senti la peur me glacer le dos. C'était au-delà de l'immaturité maintenant. C'était de la fraude et elle était sur le point d'être exposée. Mais je n'ai rien partagé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai continué à collecter des captures d'écran, des courriels, des commentaires publics, des collaborations ratées, même une diatribe TikTok qu'elle avait postée et supprimée 2 heures plus tard, blâmant les membres toxiques de sa famille pour ses récents revers. Elle ne m'a jamais nommé, mais elle n'en avait pas besoin. Tout se construisait, la pression, l'effondrement. Et pourtant, elle ne m'avait pas contacté, mais maman l'avait fait. Elle m'a appelé ce vendredi, la voix tremblante. Antoine, mon chéri, s'il te plaît. Elle fait une dépression. Elle sort à peine de l'appartement. Je ne sais pas quoi faire. Elle a besoin d'un avocat, dis-je. Ne dis pas ça. Elle a besoin de soutien. Elle avait besoin de limites il y a 10 ans. Vous lui avez offert des voyages d'anniversaire à la place. Silence. J'ai continué calmement. Elle a forgé mon nom. Elle m'a utilisé pour couvrir son propre désordre. Ce n'est pas du soutien, maman. C'est criminel. Sa voix se brisa alors. C'est toujours ta sœur. Je sais, dis-je. Et je la traite enfin comme telle. Puis j'ai raccroché. Plus tard cette semaine-là, j'ai appelé grand-mère. Elle était restée plutôt silencieuse pendant tout cela, observant de loin, ne prenant jamais parti, mais se penchant toujours subtilement dans ma direction. Quand je lui ai tout raconté, Chloé m'entend sur le fait que je couvrais le procès, le propriétaire, les faux parrainages, elle n'a pas halté. Elle n'a pas eu l'air choquée. Elle a juste soupiré. Je me doutais que c'était quelque chose comme ça, a-t-elle dit. Mais j'espérais me tromper. J'étais silencieux. Je n'essaie pas de l'humilier. Je sais. Je veux juste qu'elle y fasse face pour une fois. Je sais. Puis elle a dit quelque chose qui m'est resté. Elle a toujours été le feu et tu as toujours été la pierre, mais le feu brûle vite, Antoine. La pierre reste. Et avec cela, elle m'a donné sa bénédiction. Alors, j'ai commencé à me préparer. Pas une exposition publique, pas un scandale, mais un effondrement tranquille et indéniable. J'ai rassemblé mes documents. J'ai suivi les chronologies. J'ai relié les points. Et puis j'ai planifié un dernier dîner. Pas pour l'anniversaire de grand-mère. Pas pour Noël. Celui-ci était le mien. Et ils seraient tous invités. Parce que si ma famille ne faisait attention qu'au drame, alors je leur offrirais une place au premier rang de la vérité qu'ils avaient ignorée pendant des décennies. Et cette fois, personne ne pourrait détourner le regard.
2 semaines après avoir envoyé les invitations au dîner, toutes les réponses sont revenues. Oui. C'était un message simple. Rien d'élaboré. Pas de langage fantaisiste ni de culpabilisation émotionnelle. Juste un dîner chez moi. Samedi soir, 19h. N'apportez rien, juste vous-même. Même Chloé a répondu, ok. Pas d'émoji, pas de ponctuation, juste cette seule lettre. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle venait, mais sa fierté était blessée et sa curiosité la dévorait. Elle n'était pas habituée à ne pas savoir ce qui se passait, surtout quand il s'agissait de moi. Le samedi est arrivé vite. J'ai passé la journée à tout préparer. Le penthouse était impeccable. L'éclairage était bas et chaleureux. Une longue table dressée pour 8 personnes. Grand-mère, maman, papa, Chloé, tante Sylvie, oncle Marc, cousine Léa et moi. L'endroit ressemblait à une page de magazine de design. Moderne, minimaliste, cher sans être ostentatoire. Mais il y avait une chose qui n'était pas visible pour quiconque entrait. Un dossier mince placé sous ma chaise. Pas un dossier en papier craft. Un épais porte-document en cuir noir, le genre que l'on voit dans les tribunaux et les salles de réunion. À l'intérieur, il y avait tout. Des impressions des faux accords de marque de Chloé, les documents de bail qu'elle avait falsifiés, des captures d'écran de ses TikTok affirmant que j'étais abusif et que j'avais abandonné la famille, et surtout, des copies de SMS et de mails où elle disait aux gens que je finançais son style de vie. Ce n'était pas pour le spectacle. Je n'allais pas le lui jeter à la figure comme dans une scène de film dramatique. C'était là juste au cas où, juste pour me rappeler que j'avais la vérité de mon côté. Ils sont arrivés à l'heure. Même Chloé, qui arrivait généralement en retard juste pour faire attendre les gens. Elle portait une robe noire moulante, trop de maquillage et un visage qui disait « Tu ne peux pas me toucher ». Elle a complimenté l'appartement sans le penser. « Belle vue », a-t-elle dit en scannant tout. Un peu vide, cependant. J'ai souri. Ça m'aide à penser. Le dîner a commencé lentement. Petite discussion. Grand-mère a complimenté le vin. Oncle Marc a essayé de faire des blagues. Maman a demandé si je voyais quelqu'un. Chloé était assise, les bras croisés, s'ennuyant et se mordant la langue. J'ai attendu d'arriver au plat principal. C'est alors que je me suis levée, me suis raclé la gorge et j'ai tapé sur mon verre. J'apprécie que vous soyez tous venus, ai-je dit. J'avais l'intention de faire ça depuis un moment, mais je voulais attendre que cela ait un sens. Ils ont tous levé les yeux. Même Chloé a arrêté de faire défiler son téléphone. Je sais que les choses n'ont pas toujours été équilibrées dans notre famille, ai-je poursuivi, et j'ai fait la paix avec une grande partie de cela. Mais les événements récents ont clairement montré que la paix ne peut exister si la vérité continue d'être enterrée. Ma mère a bougé. Papa a esquissé un faible sourire. Chloé a levé les yeux au ciel. Laissez-moi être claire, ai-je dit. Ce n'est pas une confrontation. C'est une clôture pour moi. Puis j'ai tendu la main sous mon siège et j'ai sorti le dossier. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai juste posé sur la table devant moi, doucement, calmement. Ce dossier contient tous les mensonges qui ont été dits à mon sujet au cours des 6 derniers mois. Des mensonges que je peux prouver. Des mensonges qui m'ont blessé, mon travail et ma réputation. Chloé se figea, mais je ne le ferai pas circuler. Je ne le lirai pas. Je voulais juste que vous voyiez tout ce que j'ai fini de jouer le rôle du bouc émissaire discret et fiable. Silence. Un silence pesant. Puis Chloé dit, tu es tellement dramatique. Je me suis tournée vers elle. Non, dis-je, la regardant droit dans les yeux. Je suis précis. Tu as vécu ta vie à raconter des histoires et tu as toujours eu le filet de sécurité de nos parents pour amortir ta chute. J'étais le soutien, le distributeur de billets, le frère invisible utile quand on en avait besoin. Mais cela se termine ce soir. Elle rit, un rire fort et amer. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu as une belle vue et un gros compte en banque, tu peux me parler de haut? Non, dis-je, je pense que je peux te parler honnêtement pour la première fois. Elle repoussa sa chaise. C'est pathétique. Non,
dit grand-mère soudainement, sa voix plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. C'est toi qui es pathétique. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Tu as blessé ton frère encore et encore, dit grand-mère, se levant lentement, sa voix ferme. Et je l'ai vu. Nous l'avons tous vu. Et nous avons laissé faire. Mais plus maintenant. Ma mère commença à parler, mais grand-mère leva une main. Non, tu n'as pas à défendre ça. Tu l'as laissé mentir. Tu l'as récompensé pour chaque caprice. Tu as regardé Antoine réussir en silence et tu ne lui as jamais demandé comment il se sentait. Le visage de papa devint rouge. Maman avait l'air d'avoir été giflée. Et toi, Chloé? Grand-mère continua, se retournant. Tu t'es humiliée. Tu as embarrassé cette famille. Et le plus triste, c'est que tu te crois toujours la victime. Chloé tremblait maintenant. Il fait ça pour me ruiner. Non, dis-je, toujours calme. Tu as fait ça toi-même. J'ai juste arrêté de te protéger des conséquences. Elle se leva, attrapa son sac et regarda mes parents. Eh bien, vous n'allez rien dire? Ils se regardèrent, et pour la première fois de notre vie, ils ne vinrent pas à sa défense. Papa dit juste, peut-être est-il temps que nous arrêtions tous de faire semblant que tout va bien. La bouche de Chloé s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Puis, lentement, elle se tourna et se dirigea vers la porte. Pas d'au revoir, pas d'excuses, juste le silence. Elle partit. Personne ne la suivit. Le reste du dîner fut plus calme, pas joyeux, mais honnête. Ma tante s'excusa. Ma mère pleura doucement. Mon père me remercia pour le dîner avec une sincérité que je n'avais pas entendue depuis des années. Et grand-mère me serra la main avant de partir et me murmura, « Tu as fait les choses correctement. » Dans les semaines qui suivirent, le profil d'influenceuse de Chloé commença à s'effondrer. Une marque l'a dénoncée pour avoir faussement utilisé son nom dans une promotion. Son nombre d'abonnés a chuté. Elle a posté une longue vidéo sur l'énergie toxique et la trahison familiale qui a été si violemment critiquée qu'elle l'a supprimée en une journée. Puis elle est restée dans l'ombre, radio silencieuse. Aux dernières nouvelles, elle a emménagé avec un ami de l'autre côté de la ville. Pas de travail, pas de sponsor, juste le silence. Et moi, je dormais mieux. Je travaillais mieux. Je riais davantage. Je ne me suis pas vengée en la détruisant. Je l'ai fait en la dépassant. En exposant la vérité calmement, méthodiquement, et en la laissant s'installer. Incontournable, indéniable et permanente. Pas de caprice, pas de cri. Juste une dernière vérité inébranlable. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. J'avais juste besoin d'arrêter de me rabaisser.